Aujourd'hui, dans The Human Hack, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne Doré. Anne est fondatrice d'Adel, cabinet de conseil et de formation indépendant en cybersécurité. Elle guide les dirigeants à travers des transformations stratégiques et numériques, renforçant la cyber-résilience des organisations. Co-auteure d'une méthode de gestion de crise cyber avec le soutien de l'ANSSI, Anne enseigne également à l'ESCP et l'EGE. Mais aujourd'hui, si je reçois Anne Doré, c'est parce qu'elle préside un groupe de travail au sein du CLUSIF qui vient de publier un rapport très intéressant sur l'inclusion et la diversité dans la cybersécurité. C'est un sujet stratégique quand on sait à quel point les entreprises peinent à recruter et les formations en cyber à attirer des candidats. Ensemble, nous avons discuté de la genèse de ce groupe de travail, des solutions préconisées dans le rapport et comment elles pourraient concrètement être appliquées par le secteur. Si vous êtes un recruteur confronté à des défis de recrutement ou un candidat évoluant dans le domaine de la cyber, je vous recommande vivement d'écouter cet échange. Préparez-vous à une discussion franche et éclairante avec Anne qui met en lumière les enjeux cruciaux de cette problématique. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Anne Doré à l'occasion de la sortie de la publication Inclusion et diversité dans la cybersécurité qui a été réalisée au sein du CLUSIF. Bonjour Anne. Bonjour Amandine. Bienvenue. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté. Je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui pour parler de ce sujet. Alors, avant que l'on se plonge davantage dans le sujet de la publication, est-ce que vous pourriez vous présenter, retracer votre parcours, nous expliquer les responsabilités que vous occupez aujourd'hui dans la cybersécurité? Mais écoutez, moi j'ai une solide expérience dans l'accompagnement des dirigeants dans l'étude et la mise en œuvre de projets stratégiques impliquant aussi bien les systèmes d'information que des projets organisationnels, par exemple l'externalisation de métiers ou de fonctions de l'entreprise. J'ai fait un MBA à l'école de guerre économique dans le cadre duquel j'ai coécrit une méthode de gestion de crise cyber. Et il y a 2 ans, j'ai créé mon cabinet de conseil et maintenant aussi organisme de formation dédié à la cybersécurité. Et donc, à côté de cette activité professionnelle, vous avez votre propre cabinet, comme vous venez de le dire, vous avez aussi toute une partie, on va dire, d'activité dans le cadre d'associations cybersécurité. Oui, alors je suis très impliquée au CLUSIF, où je suis secrétaire du CLUSIF et dans le cadre duquel j'ai créé et co-animé un groupe de travail dédié à la cybersécurité, l'inclusion et la diversité au sein de la cybersécurité. Parfait, c'est exactement le sujet sur lequel je voulais venir. Donc, le CLUSIF, juste pour rappeler, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est le Club de la sécurité de l'information. C'est l'une des associations les plus importantes de la cybersécurité en France. Donc, vous avez, du coup, si je ne me trompe pas, en 2021, vous avez lancé la création de ce groupe de travail au sein du CLUSIF sur la diversité et l'inclusion, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ce groupe de travail, il a été créé justement sur la base du constat que, Oui. il y avait un manque, flagrant de ressources disponibles sur le marché. Il faut pour mémoire, on est à 15 000 postes ouverts sur le marché français actuellement, et que pour faire face à ce besoin de compétences, en final, c'était une formidable opportunité pour avoir une approche de diversité et d'inclusion, au sein des équipes cyber pour répondre, à la fois aux besoins RSE des entreprises, mais aussi évidemment aux besoins de compétences des équipes, cyber. OK, et du coup, vous, plus personnellement, en fait, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi, vécu ou expérimenté, la difficulté à trouver des profils, à travailler avec, à trouver des candidats en cybersécurité? Qu'est-ce qui vous a plus personnellement attiré dans le fait de travailler sur ces problématiques? Bah, moi, ça fait déjà plusieurs années, ça fait près de 10 ans Ouais. que je travaille sur les sujets diversité, inclusion. Alors en préambule, je voudrais quand même rappeler pour moi ce que c'est que la diversité et l'inclusion. La diversité, c'est la diversité d'origine culturelle, sociale et territoriale dans le cadre des valeurs, républicaines. Ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'arrive à recruter, qui a cette compétence en termes de cybersécurité. Donc le constat, il n'est pas personnel, il est, factuel et sur l'ensemble de la filière, aussi bien côté utilisateur que côté prestataire, de services et en plus, il n'est pas prêt de diminuer. Donc le fait d'avoir une approche de diversité et d'inclusion, c'est, combiner, une approche positive au service Mmh. d'une filière, et au service de notre économie. Oui, et une première brique, à pour apporter des solutions à cette problématique de la diversité
et du recrutement, des difficultés de recrutement dans la cybersécurité, c'est le référentiel des compétences des métiers de la cybersécurité, donc qui lui a été publié en début d'année 2023 et qui a été rédigé avec le groupe de travail formation au sein du campus cyber. Donc là aussi, c'est un groupe de travail que vous co-animez au nom du Oui, Clusif. en fait, oui, je coordonne le groupe de travail du campus Oui, cyber et c'est devenu assez logiquement dans la continuité du travail sur la diversité et l'inclusion parce qu'on s'est aperçu que pour avoir une approche d'inclusion et de diversité dans la cybersécurité, mais comme dans d'autres filières par ailleurs, il faut avoir une approche qui soit basée sur les compétences. L'approche basée sur les compétences permet à une personne qui a une expérience professionnelle comment dirais-je, de s'appuyer sur ses compétences acquises et développées au cours de son expérience et de son parcours professionnel. Et puis, des jeunes pour aller vers la cybersécurité et du coup de se former sur des compétences dont elles pourraient avoir besoin sur les sujets cybersécurité. Et à contrario, pour des jeunes qui auraient des parcours académiques un peu différents ou plus atypiques, bien que je déteste ce mot atypique, mais de mettre en exergue des compétences qui sont les leurs et qui peuvent leur permettre d'aller vers la cybersécurité. Et donc, en fait, je pense que la compétence, la gestion de la compétence est un prérequis pour toute organisation qui veut favoriser la diversité et l'inclusion. Et donc, en fait, aussi bien dans le groupe de travail du Clusif que dans le groupe du travail du campus cyber, on en est arrivé à la même conclusion qu'il fallait avoir cette approche basée sur les compétences. Et ce que l'on a fait dans le groupe du travail, dans le cadre du groupe de travail du campus cyber, c'est qu'on est reparti des métiers de l'ANSSI tels qu'ils avaient été définis dans le cadre par l'ANSSI. Et en fait, on a précisé pour chaque métier quelles étaient les compétences requises et pour chaque compétence, quel était le niveau souhaité. Et encore une fois, c'est un niveau qui est en niveau de compétence, mais c'est pas un niveau qui est lié à un diplôme quelconque. ni Et à ça, une, c'est ouais. extrêmement important. Donc, et alors, l'ANSSI, vous parlez du panorama des métiers de l'ANSSI, c'est ça? Vous êtes Oui, on reparti de... parle. Alors, Oui, précision, l'ANSSI, oui, c'est l'Agence oui, nationale de tout à sécurité fait. des systèmes d'information. Donc, c'est l'agence référente au niveau national en termes de cybersécurité. Et puis, pour répondre à votre question, oui, c'est cette matrice. Alors, cette matrice, au début, on l'a faite en deux temps parce qu'il y a une partie, donc le panorama des métiers des métiers de la cyber de l'ANSSI était très technique. Donc, on a fait un deuxième volet qui s'appelle les métiers connexes de la cybersécurité, dans le cadre duquel on parle des métiers en termes de gestion de crise, gouvernance du risque cyber, communication autour de la cybersécurité. En fait, il y a tout un tas de juristes. Quelles sont les compétences pour les juristes qui veulent faire qui veulent être juristes en cybersécurité. Donc, en fait, tous ces métiers sont des métiers qui sont indispensables à la filière sécurité et donc, il est extrêmement important de préciser que la filière cybersécurité ou les métiers de la Mm. cybersécurité ne sont pas exclusivement des Oui, métiers techniques. oui, et On a c'est, besoin de ouais, profils tout à fait, techniques ouais. et on a besoin de profils non techniques. Exactement. Et donc, dans ce référentiel des compétences des métiers de la cyber, vous reprenez l'ensemble de ces métiers, donc à la fois techniques et les métiers connexes. Et comment les entreprises, les recruteurs, les candidats, comment ils peuvent se servir de ce référentiel en fait? Ils choisissent un métier, ils regardent les compétences, ils voient s'ils cochent les cases, comment Alors déjà, dans cette matrice, il y a deux volets. Il y a un Oui, volet les compétences, comment dirais-je, techniques. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Parce qu'il y a aussi, comment dirais-je, le savoir, faire et qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la cybersécurité, des personnes qui veulent apprendre, qui se remettent en cause en permanence ou qui ont cette volonté d'apprendre en permanence, ce sont des vrais atouts, c'est des profils extrêmement intéressants. Donc cette, dimension humaine est extrêmement intéressante et importante. Ça, c'est le 1er point. Après, si par exemple demain je veux être architecte cybersécurité ou responsable cybersécurité, je vais prendre la colonne des compétences. Je vais voir celles
que j'ai pas du tout, que je ne possède pas du tout et donc par défaut, je vais devoir me former et les développer et puis il y a des compétences sur lesquelles on va me demander de me renforcer parce que, par exemple, pour l'architecture, cyber et ben, il faut des compétences évidemment beaucoup plus pointues en architecture cyber et donc là, il va falloir que j'aie des formations dédiées ou que je me forme de façon, spécifique à cette compétence. Donc en fait, cette matrice, elle a pour vocation d'être le dénominateur commun entre, les personnes qui veulent faire de la cybersécurité, les RH, Oui. les responsables cyber et les organismes de formation. Oui, ça permet de donner une grille de lecture, commune à tous les acteurs finalement, pour qu'on s'entende bien sur, bah, voilà, si je vise tel rôle, bah, voilà ce qu'on va attendre de moi. Si je cherche à recruter quelqu'un, parce que c'est vrai qu'on peut bon alors j'en ai pas en tête, mais j'imagine qu'on peut voir passer des offres d'emploi où on finalement on va demander plein de choses, mais qui sont pas forcément nécessaires pour ce rôle spécifique dans la cyber et finalement j'ai l'impression que des fois les RH vont avoir tendance à mettre beaucoup de choses pour se rassurer, peut-être se dire: «Bon bah voilà, si on demande à cette personne d'avoir toutes ces compétences, on est sûr qu'on aura Alors le» ça peut être les RH ou aussi les responsables cyber, hein, Tout c'est à la fait, tendance à ouais, vouloir chercher le mouton à ouais. 5 pattes, Est-ce que c'est pour se qui rassurer n'existe, ou pas systématiquement et ouais, puis, ou de vouloir un profil qui a un bac+5 là où c'est pas forcément nécessaire et quand je dis ça, c'est pas absolument pas dévalorisant, mais en fait, il y a de plus en plus de choses qui sont automatisées aussi dans la cybersécurité, donc il est intéressant d'avoir des profils qui ont la volonté d'apprendre et il y a des choses qui vont s'automatiser, donc en fait, ces profils-là, on va les faire rentrer sur une fonction, mais la fonction va évoluer et en fait, tout le monde se doit d'apprendre en permanence, donc c'est par rapport à cette, et puis dans une logique d'évolution personnelle aussi. C'est-à-dire qu'au sein d'une entreprise, on peut avoir des personnes qui vont vouloir, aller vers la cybersécurité et donc on va définir des trajectoires, des plans de développement personnel par rapport, quelles sont les compétences que ces oui. personnes doivent développer, quelles sont comment dirais-je? Quelles sont les formations qu'elles doivent faire et ça, c'est Oui. extrêmement important. Donc, j'ai vraiment l'impression en parlant de ce référentiel des compétences, c'est un outil finalement qui est assez complémentaire, bah, du rapport, diversité-inclusion dont on va parler maintenant. Parce qu'il peut être utilisé pour, justement on va voir que l'une des solutions proposées dans le rapport, c'est, de systématiser les montées de compétences en interne. Donc voilà, le département des ressources humaines peut se servir de ce référentiel pour construire les parcours en interne et cetera. Donc il y avait vraiment une belle complémentarité entre Bah, les en 2. fait, cette matrice des Ouais, métiers et des compétences, c'est la base. C'est la base de la diversité et l'inclusion parce qu'après, une fois qu'on identifie les compétences dont on a besoin par rapport à certaines fonctions de l'entreprise, soit on peut aller chercher, des personnes dans l'entreprise qui vont correspondre à 60 70 en termes de compétences et on sait exactement les compétences qu'on va leur proposer pour les développer, pour qu'elles, puisse aller vers la cybersécurité. Et encore une fois, donc ça, c'est dans la logique de reconversion. Et puis parfois, c'est pas du tout dans la logique de reconversion. On peut aller naturellement, comment dirais-je, aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs doivent aussi avoir une culture de cybersécurité. Donc, on peut se dire, bah, sur mes dirigeants, sur mes équipes juristes, enfin, mes équipes juridiques, pardon, voilà les compétences que je vais développer sur les juristes qui vont être en charge des contrats ou qui vont être en charge de gérer la partie cybersécurité au sein des contrats. Donc c'est en fait c'est vraiment modulaire et oui. c'est vraiment ça permet d'avoir une approche sur mesure et ce qui peut être intéressant dans une logique de diversité et d'inclusion. Mmh. Oui. Bah, du coup, voilà, là, on a la transition toute faite avec ce rapport diversité et inclusion. Avant de rentrer, dans les solutions proposées par le rapport, moi, j'avais envie de vous demander dans quel état d'esprit, en fait, le groupe de travail a élaboré ce rapport? Est-ce que, vous aviez, une idée en tête, une volonté particulière ou une approche particulière avant de démarrer ce rapport avec le reste du groupe du travail? Alors, ce qui est important, c'est que déjà ce groupe de travail, en fait, on était, un groupe éclectique en termes de profil. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui représentaient un organisme de formation, des gens qui sont dans la cyber, des gens qui étaient opérationnels dans des grands groupes, des gens qui sont plutôt dans la vente cyber. Donc les Oui. profils étaient, divers, donc Donc c'était déjà, extrêmement intéressant. la On diversité fonctionnait dans le groupe de rapport, dans le groupe de travail déjà. C'est-à-dire dans le groupe de travail. oui, Donc cette ouais, diversité, en fait, on l'avait déjà dans ouais, notre groupe de travail, ouais, diversité des profils oui, et ça, c'est déjà après, ce qui a été notre moteur, c'est, nos valeurs communes.
cette volonté de je dirais humaine de faire de l'inclusion et de la diversité, un vrai, une conviction personnelle et de vouloir la mettre en œuvre. Je pense que c'est extrêmement important. On a cette valeur commune et moi, je voudrais préciser que, à titre personnel, je suis convaincue que la diversité et l'inclusion, il y a un enjeu social Mmh. Oui. parce qu'on donne une opportunité, on donne une chance, c'est tendre une main vers des profils, comment dirais-je? Différents, on va dire, qui ont des parcours qui sont les leurs. Il y a un enjeu sociétal pour embarquer un maximum de gens, de personnes dans la transformation digitale de notre économie et donc ça, c'est extrêmement important et puis il y a un enjeu, économique, qui est comment répondre aux besoins d'une filière qui est en pleine croissance en fournissant, les ressources humaines et les compétences requises pour contribuer à la croissance de cette filière économique et en sous-jacent ou en transversal de ces 3 points, il y a des enjeux de souveraineté. Oui. Donc voilà, donc ça c'était, moi c'est ma conception de la diversité et de l'inclusion et en fait, je pense que, hem, avec le groupe, on partageait à la fois cette vision et cette dimension humaine qui est extrêmement importante aujourd'hui. On parle beaucoup de tech for good. Moi, j'étais sur le sujet diversité inclusion avant même que cette notion de tech for good existe. Mais c'est un peu paradoxal pour la cybersécurité, mais il faut que la cybersécurité soit aussi un vecteur de tech for good, Mmh. par rapport à notre société de façon, globale. Et un dernier point qui est extrêmement important, c'est que, hem, la cybersécurité, on en a besoin sur l'ensemble, de notre territoire, y compris dans les DOM-TOM, dans les territoires d'outre-mer et que c'est extrêmement important d'avoir, des compétences, dans l'ensemble de nos régions parce que toutes nos entreprises, toutes nos collectivités territoriales ont besoin de compétences cyber. Donc il ne faut pas qu'elles soient on ne peut pas se permettre d'avoir une, heu, une polarisation des compétences cyber. Alors il y aura forcément une concentration qui est liée à la concentration économique, autour de nos métropoles, ça c'est évident. Ça n'empêche que, j'étais la semaine dernière en région, que l'ensemble de nos PME ou de Mmh. nos mairies ou de nos collectivités territoriales ont besoin de cybercompétences et Mmh. donc c'est vraiment important d'avoir cette, diversité Mmh. territoriale et cette richesse de compétences sur l'ensemble de notre territoire. Oui, donc il y a vraiment une volonté de réinscrire la cybersécurité dans la société, au niveau physique, territorial et aussi, dans le fait d'inclure, le plus de monde possible, en fait. Puis c'est un sujet qui concerne tout le monde, comme vous le disiez tout à l'heure et donc on doit tous, s'en emparer. Donc il y a aussi cette volonté, voilà, d'ouvrir la cyber, sur le reste de la société, finalement, un peu. Bah, en fait, la cyber maintenant, elle est structurelle. Ouais, Comme, ouais, en fait, elle est sous-jacente à la digitalisation, digitalisation de oui. notre économie et de digitalisation de notre administration publique et de nos entreprises. Par défaut, digitalisation veut dire cybersécurité, protection de nos données, protection de notre savoir-faire, protection de notre économie et de notre société parce que protection des données personnelles, hein, des données de Oui, bien santé, sûr. des Mmh. données personnelles de tout le monde. Donc en fait, ça veut dire que pour ça, il faut qu'on ait des moyens Mmh. technologiques évidemment et il faut qu'on ait des moyens humains et en fait, ce qui est aussi important de préciser, c'est que cette diversité et inclusion, elle vient en complément de cursus, Oui, plus, classiques. oui. On n'est pas dans une logique de annuler en place ou non, les 2 sont il faut développer nos filières, traditionnelles françaises et nos filières d'excellence. On a besoin encore plus de chercheurs, de créa sur les j'allais dire de Top Gun, mais de gens de profils très pointus en Mmh. cybersécurité. Mais, l'un n'exclut pas l'autre, bien au Oui. contraire, les 2 sont totalement complémentaires. Ouais, se complémentent. Super. Du coup, sur, le rapport, si on en vient un peu sur le rapport en plus, en détail. Moi, il y a 2 choses qui m'ont marquée dans le rapport. La première, c'est vraiment la volonté, que vous avez eue avec le groupe de travail de proposer des actions concrètes.
Il y a des pistes de solutions qui sont présentées dans la publication, donc je vais en citer quelques-unes. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a l'optimisation de la gestion des ressources humaines pour systématiser les montées de compétences en interne. Il y a l'intégration des personnes en situation de handicap, le développement du mécénat de compétences ou encore la systématisation du mentorat. Et puis, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps, évidemment, d'évoquer toutes ces actions, toutes ces solutions qui sont présentées dans le rapport. Le but, c'est de donner envie aux auditeurs d'aller lire le rapport plus en détail, de s'en saisir et de voir comment eux, ils peuvent utiliser ces pistes de solutions. Mais moi, la question que j'avais envie de vous poser, Anne, c'est si vous deviez citer une ou deux actions qui, selon vous, seraient prioritaires pour améliorer la diversité du recrutement, par quoi vous commenceriez et pourquoi? Ou est-ce qu'il n'y en a pas qui pourraient être prioritaires, tout doit être fait en même temps? Enfin voilà, quel serait un peu votre état d'esprit sur ces actions? Alors, tout d'abord, je pense que c'est vraiment important, comme vous l'avez précisé, c'est qu'on a voulu vraiment quelque chose qui soit une boîte à outils Oui. ultra concrète, que les entreprises puissent, comment dirais-je, s'appliquer le plus facilement possible. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a réfléchi, qu'on a travaillé, parce que, comment dirais-je, on avait vraiment cette volonté d'avoir quelque chose de pragmatique. Parce que sinon, on s'est dit qu'on aurait quelque chose qui resterait sur l'étagère, des étagères et qui ne serait pas mis en œuvre. Donc notre objectif, c'est d'avoir un kit, une boîte à outils qui permette aux entreprises de mettre en œuvre. Après, dans quel ordre mettre en œuvre ou quelles mesures, comment dirais-je, prendre, mettre en exergue ou par quelles mesures commencer? Je dirais, ça dépend de la maturité et des besoins de chaque organisation. Il n'y a pas une mesure qui soit, plus, comment dirais-je, meilleure que l'autre. Oui. Ça dépend vraiment de la Mmh. maturité, et des besoins de l'entreprise. C'est clair que, par exemple, dans les grandes entreprises, le mentorat va être peut-être plus facile à être, Mmh. va être plus facile à être mis en œuvre parce que déjà, il y a plus de personnes dans la cybersécurité ou, par exemple, sur des entreprises qui sont dédiées à la cybersécurité, il y aura plus de personnes, à même de faire du mentorat. Donc ça peut être, plus facile de mettre en œuvre Mmh. ces actions versus une PME où il y a une ou 2 personnes, plutôt des profils techniques qui vont être dédiés à la cybersécurité. Voilà, donc ça typiquement, donc mais ça, c'est pour ça que c'est en fait, il y a pas une mesure qui soit plus importante ou qui soit prioritaire. Ça dépend vraiment de l'entreprise, de la maturité des entreprises, parce que aussi lorsque, par exemple, vous avez un programme de mentorat qui existe sur d'autres problématiques, Oui. et ben en fait, Mmh. vous reprenez le modèle et vous le dupliquez sur le sujet cybersécurité et donc à ce moment-là, la mise en œuvre est beaucoup plus facile. Donc il y a pas de, Il n'y il a y pas a de pas de mesure mesure prioritaire à ouais, faire. Il qui n'y en serait a pas une ouais, à faire en prioritaire ouais. qui soit prioritaire par rapport Qui à serait l'autre. plus impactante que les autres. Mais c'est vraiment ce que vous dites, Voilà. c'est une boîte à outils et en fonction des problématiques que l'entreprise a, de ce qui existe déjà dans l'entreprise, elle peut aller chercher, les outils justement, qui vont lui servir. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, la volonté que ce soit vraiment, quelque chose de pratique à utiliser. Je voulais dire pour chaque, piste de solution qui est, abordée dans la publication, à chaque fois vous donnez les objectifs de l'action, les préconisations, les porteurs du projet et puis une description plus en détail. Donc il y a vraiment aussi la volonté de dire, on vous a un peu préparé le travail, voilà comment vous pouvez appliquer cette action en interne. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment aussi très bien pensé dans le rapport. Oui, oui, c'est encore une fois, on a par exemple sur la partie OPCO et cetera, on a Oui, notre personne, tout à fait. Ouais. la personne dans le groupe qui dirige un organisme de formation, c'est du concret. On a mis les liens vers les sites sur lesquels on peut trouver toutes les informations et donc c'est extrêmement, concret. Donc c'est entre guillemets, l'objectif, c'est vraiment que ça soit facile entre guillemets à mettre en œuvre, au moins dans les modalités. Après, heu, il y a la dimension humaine qui est toujours à prendre en considération parce qu'il faut trouver, les sponsors, il faut avoir une volonté de le faire, il faut trouver les personnes si, on parle de neurodiversité, il faut trouver les personnes qui ont cette volonté, personnelle de s'impliquer, cette bienveillance, de travailler au quotidien avec des Oui. personnes issues de la neurodiversité. Mais
justement, ce cadre, on l'a facilité parce qu'on sait que derrière, il y a quand même des choses qui sont abordées, qui sont, euh, bah, qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre, sur lesquelles il faut de la volonté, mais au moins on a défini Mm. un cadre. Oui, et d'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais je mettrai bien le lien vers la publication en commentaire de l'épisode du podcast, comme ça tout le monde pourra aller trouver le rapport facilement. Et du coup, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, la deuxième chose, moi, qui m'a marqué dans le rapport, c'est à plusieurs reprises dans le document, il y a un appel qui est lancé au changement de culture, au changement de code dans les entreprises, au changement de paradigme. Et ma question, c'est comment on fait pour inciter. Évidemment, il y a une problématique, tout le monde est confronté à un problème de recrutement, le fait qu'on ne trouve pas les bons profils, etc. Mais souvent, même quand on est confronté à un problème, on n'a pas trop envie de sortir de ses habitudes ou de sortir un peu de la zone de confort de recrutement, peut-être on pourrait dire. Comment inciter les entreprises à changer leur culture? Comment faire pour les aider à dépasser leurs craintes et puis faire bouger ces lignes pour plus de diversité? Est-ce que vous, là-dessus, vous avez quelques idées? Bah, comme toujours, hein, je pense que lorsqu'on a un comité exécutif ou un comité de direction qui sponsor la démarche, c'est toujours un facilitateur, ou lorsqu'on met des objectifs à ses collaborateurs Mm. sur la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui aide, qui peut être un facilitateur. Après, donc, concrètement, il faut aussi que les gens comprennent la valeur, Oui, l'intérêt. Et puis c'est pas aussi évident, surtout dans une culture française où on a la valeur, des diplômes qui est oui, extrêmement très importante, attaché, oui, à ça. et Ouais. que, lorsque vous avez, Mm. des personnes qui sont issues d'un tout autre secteur Mm. d'activité, qui arrivent vers la cybersécurité, eh bien, parfois, les blocages, c'est juste une question de blocage humain, de personnes qui disent: Oui. «Mais tu es sûr que cette personne-là, elle Mm. va s'intégrer? Pourtant, elle vient d'un milieu qui est pas du tout les mêmes codes que le nôtre», et cetera, et cetera. Donc eh, c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un qui soit en mesure de faire un peu sauter cette résistance, Oui, si je peux me permettre tout à fait. l'expression, mais Ouais. qui est, et puis aussi, comment dirais-je, c'est un peu la peur du changement, Oui, la tout à résistance fait. au changement qu'on trouve sur n'importe quel changement. C'est confortable pour tout le monde de dire: «Bah, je prends un tel profil, un bac+2, un bac+5, un bac+4, c'est un cadre que tout le monde connaît. Après, cette personne, elle rentre dans un cadre salarial», enfin, ça rentre, tout ça est très prédéfini, en fait, on va dire, surtout dans les grands groupes. Donc il y a une certaine, peut-être aussi facilité. Voilà, après aucun jugement de ma part, mais le fait est, c'est que, pour faire évoluer les choses dans la cyber et pour répondre aux besoins, il faut que ça change, et Mhm. je pense que la cyber est pas le seul, secteur d'activité concerné. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi transversal, donc on en voit de plus en plus dans la gestion des ressources humaines, c'est la mise en avant du savoir-être. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui dans la cybersécurité, il est extrêmement, j'insiste, sur ce point, mais extrêmement important d'avoir des profils qui ont envie d'apprendre, Mm. qui sont prêts à se remettre en cause, que des personnes qui possèdent, une ou plusieurs langues étrangères peut être un gros Mm. différentiel. Et puis voilà, donc et on voit bien, par exemple, dans la cyber, qu'on a des geeks, enfin, que l'expertise et le talent sur les profils geeks n'atteint pas l'âge. Oui, Donc il faut aller, on peut avoir des jeunes, parfois même mineurs, qui sont des tout à fait. vrais Oui. excellents. Oui, il y a pas mal d'autodidactes aussi, ça, de gens finalement qui n'ont pas les diplômes ou les certifications, mais qui ont tellement pratiqué Oui, c'est ça, et de leur côté et que et se pose ouais, la question en cybersécurité, ouais. c'est si on ne tend pas la, comment dirais-je, on n'offre pas une vraie opportunité à ces profils-là, la face, enfin les hackers, et cetera, ne se poseront pas les questions. Elles ne se poseront pas la question et viendront les chercher. Donc il y a Ouais. aussi une question de valeur et de savoir, comment dirais-je, donner une chance à tous Oui, ces profils, oui, qui ont, encore une fois, qui ont leur, qui ont une expérience, qui leur est propre, oui, mais qu'il faut reconnaître, parce que si on ne va pas nous les chercher,
Eh les oui, hackers iront les chercher. exactement et puis tous ces profils sont complémentaires et il faut ouvrir la porte, il faut ouvrir la porte à tous ces profils. Moi, Oui, il y a un exactement. dernier sujet, sur lequel, duquel je voulais parler, c'est celui de la reconversion professionnelle. Parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi, avant de travailler dans la cybersécurité, j'étais dans la communication et j'ai fait une reconversion professionnelle pour travailler dans la cybersécurité et je suis aussi souvent contactée sur LinkedIn, par des personnes qui sont sur le même chemin de reconversion dans la cyber, mais qui savent pas trop comment faire et qui me demandent des conseils parce qu'ils voient sur mon profil LinkedIn, que j'ai fait cette reconversion. Dans le rapport, vous expliquez comment capitaliser sur les dispositifs de formation existants pour recruter plus de demandeurs d'emploi, pour favoriser la reconversion. Mais moi, la question que je me posais, c'est comment on fait pour s'assurer que ces outils, ils sont accessibles à ces personnes qui veulent se reconvertir. Comment on fait pour que ces outils se retrouvent sur le chemin de celles et de ceux qui sont en questionnement? Alors, comment fait-on? Alors, je pense que déjà, ce qui est intéressant pour les personnes qui sont en reconversion, c'est de se faire conseiller. Donc, il y a des Oui, conseillers d'orientation. Cette matrice, en fait, qu'on a faite, elle va être mise à disposition des conseillers d'orientation, aussi bien dans les collèges que dans le Pôle emploi. Donc, ça, et puis aussi des RH. Donc, en fait, c'est de se faire conseiller, mais aussi de se faire conseiller par des professionnels. oui, Je suis aussi membre du conseil d'administration de Women for Cyber et oui, au niveau de Women for Cyber, on a mis un programme de mentorat pour des personnes justement qui veulent évaluer, pour les guider, pour les orienter vers les métiers de la cybersécurité, pour répondre aux questions qu'elles pourraient avoir. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important et je pense que vous êtes la plus à même de témoigner d'ailleurs, oui, c'est de comment vous avez fait vous-même, c'est-à-dire et comment font les gens qui viennent vous solliciter. Ils cherchent un profil qui leur correspond, ils voient, comment dirais-je, ils posent des questions. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi dans les tables rondes ou dans les événements, c'est extrêmement important sur les tables rondes de mettre en exergue des profils aussi différents, qui ont des expériences qui sont les leurs pour être, entre guillemets, rôle modèle. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même avec les réseaux sociaux, oui, avec la capacité à accéder à différents organismes, à différentes sociétés ou même des organismes de formation, hein. oui, Il y a des organismes de formation qui sont dédiés à la cybersécurité tout à fait. et je pense ils ont un tel portefeuille de cybersécurité qu'ils sont à même, par exemple, d'orienter vers telle ou telle certification Mm. s'il s'agit de certification. Bah, pour reparler de mon expérience personnelle, moi, je me suis reconvertie il y a maintenant 4-5 ans. Il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui en termes de ressources en ligne, d'associations. Même quand je cherchais des informations à l'époque, Women for Cyber n'existait pas encore Non, trop. En c'est tout cas, vrai. j'avais pas trouvé. J'avais trouvé le CEF6 à l'époque, mais aujourd'hui, il y a tellement plus de choses. Donc, c'est vrai que je pense que ça facilite la tâche de celles et ceux qui veulent travailler dans ce secteur. C'est sûr que Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut oui. oser parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font, c'est que, encore une fois, il y a un tel besoin de ressources et de compétences en cybersécurité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent venez comme vous êtes et on va vous former. Et c'est ce qui m'est arrivé un peu aussi. C'est ce que moi j'ai eu comme expérience et qui a été hyper enrichissante. J'ai vraiment beaucoup appris quand j'ai commencé à être consultante en cybersécurité. Et même si j'avais pas la formation ou la certification sur le CV, il y a des entreprises qui m'ont donné ma chance. Parce que j'avais, comme vous disiez tout à l'heure, cette curiosité d'apprendre et cette motivation aussi. Oui, Qu'effectivement, et encore une fois, tous les métiers ne sont pas techniques. C'est-à-dire que quand vous faites de l'analyse de risque, c'est aussi ultra important d'avoir des profils qui vont être capables de parler au métier, de ouais, comprendre les exactement. enjeux métiers, Mmh. etc., etc. Donc, euh, certes, il y a des compétences techniques et auquel cas, même sur ces sujets-là, les entreprises, moi je l'ai vu hein, sur du SOC, etc., Oui, bien. donc SOC, c'est Ouais. Security Operations Center, les entreprises, elles disent bah, venez, on vous forme, et donc elles vous forment. Mais sur les métiers moins techniques, c'est aussi la même chose. Donc aujourd'hui, je pense que quand on a la volonté d'aller vers la cybersécurité, il faut oser. Ouais. Il faut oser aller sur un salon professionnel comment dirais-je, aujourd'hui, toutes les entreprises vont sur les salons professionnels
avec la volonté de recruter. Donc, si on voit une entreprise sur laquelle on a une volonté, une appétence particulière à vouloir travailler pour, et ben, on va sur le stand de cette entreprise on lève la main en disant, mais moi, je voudrais faire de la cybersécurité, je voudrais faire ça. Et je doute que dans le contexte actuel, il y ait beaucoup d'entreprises qui disent non, on ne veut pas de vous. Donc, à la fois les entreprises comme les candidats, tout le monde doit un peu sortir de sa zone de confort finalement pour Oui, s'ouvrir à mais des profils différents et c'est pour oser, exactement quoi. ça. C'est Ouais, exactement ça. Mais je dirais que parfois, c'est à se demander si les blocages actuellement ne sont pas plus côté entreprise que côté candidat. ouais, Il y a des ça, deux, c'est je une bonne pense. question. Mais je vais pas lancer la discussion. Mais oui, les deux doivent Mm. évoluer définitivement. Faire Oui. un pas l'un vers l'autre. Mm. Et pour terminer, euh, au-delà de la reconversion professionnelle, au-delà des types de profils, est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui voudraient travailler dans la cybersécurité, mais des conseils sur, bah, vous l'avez peut-être déjà un peu dit, mais sur l'ouverture d'esprit, est-ce qu'il faut être toujours curieux d'apprendre? Est-ce qu'il y a des conseils comme ça que vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous avez commencé à travailler dans la cyber? Alors, moi, j'étais déjà dans Oui, des sujets problématiques qui évoluaient très rapidement. Donc, pour moi, c'était une évidence. Mais je pense encore une fois que la volonté d'apprendre en permanence, hem, c'est vraiment la clé dans la cybersécurité. Je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, par contre, qui est extrêmement importante de dire, c'est qu'en fait, en faisant de la cybersécurité, maintenant, ça ouvre l'opportunité à de vraies carrières. oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut commencer comme, enfin, aujourd'hui, il y a des membres de cybersécurité qui sont au comité de direction, ou qui sont au comité de direction -1. Enfin, il y a l'opportunité de faire de vraies carrières. On peut évoluer, on peut faire des métiers différents. On peut voyager avec la cybersécurité. Donc, ce sont des métiers qui sont Mm. pardon, variés et qui offrent de réelles opportunités de carrière. Et donc ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. Oui. Parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas un métier qu'on va faire pendant 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Non, déjà, le métier sur lequel on va faire va évoluer drastiquement parce qu'il y a l'IA, l'intelligence artificielle qui arrive, parce qu'il y a l'automatisation, etc. Mais aussi parce que derrière, il y a une filière et il y a des métiers divers. Donc, on peut évoluer. On peut être, soit devenir un expert hyper pointu sur ce sujet, soit évoluer vers la filière de manager, Mm. management. Donc voilà, la cybersécurité offre l'opportunité de faire des carrières sur mesure à la carte en fonction Mm. de ce que vous voulez, en fait. Oh, bah, ça donne très envie. Euh, une dernière question, Anne, question très large. Est-ce que vous avez autre chose que vous avez envie de dire sur ces sujets de diversité et inclusion, ou est-ce qu'on a fait le tour dans l'interview? Bah, le sujet est extrêmement vaste. Je dirais que la diversité et l'inclusion est une vraie richesse pour l'entreprise. Je pense qu'il y a des gains évidemment à faire en termes de cybersécurité. Heu, il y a aussi, il ne faut pas oublier que c'est la diversité et l'inclusion, elle existe, du côté des attaquants, ipso facto. Donc ça veut dire qu'avoir la diversité et l'inclusion côté défense, côté entreprise, c'est extrêmement bien parce que ça permet d'avoir multiples, axes d'analyse ou d'avoir des axes d'analyse qui soient, complémentaires. Et en fait, tout ça pour dire que il y a des études, hein, de BCG qui l'ont montré à plusieurs reprises, mais que la diversité et l'inclusion, ça a la mérite de répondre à des besoins économiques, à des besoins de la filière cybersécurité, à des besoins de RSE, et qu'au final, c'est extrêmement positif pour tout le monde. Et donc, oui, ça demande peut-être un petit C'est ça. effort au début, une petite remise en cause, mais que je pense qu'on en voit vite les bienfaits, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Bien, merci Anne d'avoir partagé les conclusions du rapport avec nous, votre approche de la diversité et de l'inclusion. J'en suis sûre que tous les auditeurs du podcast ont aujourd'hui compris les multiples enjeux qu'il y a autour de ce sujet. Et j'espère que le rapport va faire bouger les lignes, et peut-être que l'on se reverra dans quelques temps pour discuter ensemble, faire le bilan et voir comment les choses auront évolué positivement. En tout cas, merci d'avoir été là.
Merci Amandine pour cette opportunité, pour votre temps et cet échange. Eh ben, merci à vous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine pour un nouvel épisode de The Human Hack. Merci Amandine, au revoir.